Août 1930, Nebraska. Warren Buffett, deuxième enfant de Leila Stahl et d'Howard Buffett, voit le jour dans la ville d'Omaha. Très jeune, il fait preuve de talents exceptionnels dans les affaires, vendant des bouteilles de Coca-Cola dans le voisinage et installant des flippers dans les salons de coiffure. À l'âge de 11 ans, Warren, passionné d'analyse et montrant des facultés prodigieuses, ayant la mémoire des nombres et des dates, qu'il recueillait dans les livres d'histoire et de géographie, décide de se lancer en bourse et de jouer le jeu de Wall Street, grâce aux enseignements de son père, lui-même broker. Cette décision lui ferait trouver sa voie. L'Europe est en guerre, bientôt rejointe par les États-Unis, qui ont essuyé à Pearl Harbor une cuisante humiliation face à l'agresseur japonais. C'en est trop pour le président Roosevelt. Les États-Unis entreront en guerre aux côtés des forces alliées. Warren, encore trop jeune pour que cette guerre le concerne, verra dans la panique boursière une opportunité d'investir. Ce sera sa marque de fabrique. City Service, un puissant fournisseur d'électricité et de gaz, opérant aussi des raffineries de pétrole, avait tous les traits de l'entreprise idéale, de l'investissement solide avec une réputation sûre, grâce à un long historique de dividendes payés à ses actionnaires. Le jeune Warren, ayant l'œil des affaires, acheta 3 actions City Service à 38,25 $. C'était toutes ses économies, après que l'action ait subi une chute brutale de 59%. Quelques jours plus tard, voyant que l'action s'échangeait désormais à 40 $, Warren, que l'idée d'un gain rapide excitait, demandait à son père de vendre les actions pour lui, réalisant une plus-value de 5,25 $, alors que City Service devait, un peu plus tard, procéder à un rachat d'actions et proposer 200 $ par titre. Ce fut un coup rude. Il apprenait là sa leçon la plus importante. Garder patience. Et bien des années après, se rappelant cet épisode, il aura ces mots. À cette époque, empocher 5,25 $ semblait une super idée. Malgré un immense manque à gagner, il venait de mettre le doigt dans l'engrenage et ne plus jamais quitter le monde de l'investissement. Très vite, ses horizons s'élargissent, et toujours adolescent, il aura cette formule. Si je ne suis pas millionnaire avant mes 30 ans, je sauterai du plus haut building d'Omaha. En 1947, Warren Buffett entrait à la Wharton School of Business, la plus prestigieuse école de commerce américaine. Il y fait ses armes, se passionnant pour la finance, lisant tous les livres qui lui tombent sous la main, de la comptabilité au management, de l'analyse technique à l'analyse fondamentale. Warren est insatiable. Il veut tout savoir. Et bien que les portes d'Harvard lui aient été fermées, il aura la chance d'intégrer, après Wharton, l'Université Columbia de New York, où il aura la chance de rencontrer celui qui deviendra son mentor et père spirituel, Benjamin Graham. Là, Warren se révélera un étudiant brillant et recevra en 1951 son master en économie, qui lui vaudront les éloges de son maître, lequel lui proposera de travailler pour lui à la Graham Newman Corp en tant que security analyst. Mais Warren, confiant dans ses compétences, décidera en 1954 de faire cavalier seul et de fonder Buffett Partnership, récoltant les fonds d'investisseurs privés, amis de sa famille, qui voient en ce jeune prodige un moyen d'obtenir de forts rendements. Cette aventure le rendra riche. On estime qu'en 1956, son patrimoine s'élève déjà à 174 000 $, soit 2 millions d'aujourd'hui. C'est à cette époque qu'un nouvel associé, lui aussi originaire d'Omaha, rejoindra l'aventure de Buffett Partnership. Son nom, Charlie Munger. Les deux hommes s'estiment. Ils se reconnaissent mutuellement de grande qualité. C'est le début d'une longue histoire. Grâce au succès des investissements réalisés pour le compte de ses investisseurs, Warren acquiert en 1962 une usine textile en faillite, une entreprise sur laquelle aucun de ses collaborateurs ne parie, et qu'il admettra plus tard n'avoir acheté que parce qu'elle ne valait rien. Cette entreprise, moquée en son temps, capitalise aujourd'hui 885 milliards $.
Buffett réorientera les activités de Berkshire Hathaway, abandonnant le textile pour se consacrer au domaine des assurances et de la finance, notamment utilisant les cash flows de l'entreprise pour acquérir au fil du temps les actions d'autres entreprises, Jayco notamment, le Washington Post, American Express et Coca-Cola, qu'il possède encore aujourd'hui. Avec Coca-Cola, Warren a signé l'un des investissements les plus emblématiques de sa carrière, la société lui générant chaque année, par les seuls dividendes, presque autant que cet investissement lui avait coûté à l'époque. Il aura cette déclaration, à propos de l'avantage concurrentiel de Coca-Cola. Si on me donnait 100 milliards pour anéantir cette entreprise en lui faisant de la concurrence, je les rendrais tout de suite, et je dirais, c'est impossible. 1986 est l'année de la consécration. Warren Buffett atteint le statut de milliardaire. Il est l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Il a maintenant 56 ans. Rien ne peut ébranler son empire. Après les assurances, Buffett et son associé Munger s'attaquent au secteur bancaire. Une banque d'affaires, en particulier, attire son attention. Salomon Brothers, l'une des enseignes les plus respectées de Wall Street. À la suite de la crise de 87, Salomon Brothers a un genou à terre. Warren y voit une opportunité. Il frappe fort. Via sa holding, il acquiert une participation de 12% dans cette banque, faisant de lui le principal actionnaire. L'opération est un succès. Warren entre un peu plus dans la légende. Mais les grandes conquêtes font prendre de grands risques, et il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de tout perdre. Warren Buffett reçoit un coup de téléphone, l'un des plus critiques de sa carrière. Au bout du fil, 2 membres haut placés de Salomon Brothers. Warren décroche. 4 mots l'accueillent froidement. We have a problem. La situation est grave. La presse va révéler un scandale. La banque d'affaires fait l'objet d'une enquête du département du Trésor. Des traders de Salomon, dont les bonus annuels se comptent en millions de dollars, ont tradé des obligations d'État US au-delà des limites autorisées. Le risque est considérable. Les fonds propres de la banque sont engagés. Pire encore, la réputation de la banque et celle de Warren sont menacées. Le gouvernement ne laissera pas passer. Très vite, la sanction tombe. Salomon Brothers, banque d'affaires, est interdite de participer aux nouvelles IPO, l'une de ses activités les plus lucratives. La situation est si grave que Salomon Brothers est au bord de la faillite. Warren Buffett est dos au mur. Toute la banque est menacée. Il doit trouver une solution. Si Salomon tombe, tous les établissements bancaires seraient en danger. Warren apparaît publiquement. Il plaide pour la sauvegarde de Salomon. À propos de sa réputation qui est en jeu et de celle de ses associés, il déclarera « Agissez toujours comme si vos actes pouvaient être publiés demain dans le journal et portés à la connaissance de tous. Perdez l'argent de l'entreprise, je comprendrai, mais perdez sa réputation et je serai intraitable. » Pour sauver la réputation de la banque, Warren, élu chairman of the board, donne accès aux autorités à tous les documents. Il obtient de ses employés la liste de toutes opérations passées sur les marchés, quitte à ce que la fraude soit rendue publique dans le détail. Au lieu d'engager Salomon Brothers dans une longue bataille juridique, il collabore. Un terrain d'entente est trouvé. Salomon Brothers fera le ménage chez elle. Tous les employés n'ayant pas scrupuleusement respecté la réglementation sont licenciés. Des dizaines de personnes sont concernées, mais la banque est sauvée. Warren Buffett a maintenant plus de 60 ans. Il est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. Mais plutôt que de trader activement sur les marchés, sa fortune s'est construite sur une approche long terme, toujours d'après les principes de Benjamin Graham et de son livre L'investisseur intelligent. 35 ans. C'est la patience qu'il lui aura fallu pour atteindre le sommet. Il est intouchable. Mais quand on est au sommet, une seule direction est possible. Le déclin. Warren est frappé par le décès de sa femme Suzanne, partie suite à un cancer en 2004. La crise des subprimes le frappe de plein fouet dès 2007. Les actions Berkshire Hathaway, qui représentent l'essentiel de sa fortune, s'effondrent de 50%. Il hésite à se retirer du monde de la finance. Mais sa foi est inébranlable, et les crises, comme il le sait, sont temporaires.
l'économie américaine lui offrira de nouvelles perspectives. De nouvelles banques sont à genoux. Parmi elles, Goldman Sachs, dont il acquiert 10% des parts au cœur de la tempête, qui lui permettront de reprendre la place de première fortune mondiale en 2009, que Bill Gates lui avait ravi grâce au succès de Microsoft. Les deux hommes se connaissent très bien. On les voit jouer au bridge tous les deux et boire des sodas ensemble. C'est à l'une de ces occasions qu'ils ont l'idée d'une fondation, The Giving Pledge, qu'ils fondent tous les deux en 2010 et dont le but sera la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde. Warren est convaincu par cette cause. À sa mort, il promet de transférer l'essentiel de sa fortune à The Giving Pledge. Aussitôt, d'autres milliardaires leur emboîtent le pas. En 2022, plus de 236 personnes ont apposé leur signature. Une force de frappe de plus de 600 milliards de dollars est rassemblée. Parmi les signataires, d'autres personnalités de la finance, comme Jim Simmons et Carl Icahn, des milliardaires de la tech, comme Elon Musk et Mark Zuckerberg, mais aussi les descendants de la famille Rockefeller, Baron Hilton et son empire hôtelier, et jusqu'à George Lucas. Aujourd'hui, Warren Buffett est plus puissant que jamais. On lui a longtemps reproché de ne pas être monté dans le train des valeurs tech, notamment lors de la bulle Internet. Mais il a su montrer, malgré son âge et ses méthodes bien rodées d'investisseur patient, qu'il était capable d'être agile. Et dès 2016, à peine quelques années après la disparition de Steve Jobs, il dédiera une ligne de son portefeuille à Apple, dont il achètera 10 millions d'actions. Ce fut sans doute l'un des meilleurs investissements de sa carrière, cette ligne ayant généré près de 1000% de rendement. Quoi qu'il en soit, Warren Buffett restera le plus grand investisseur de tous les temps. Parti de rien, petit vendeur de soda au porte-à-porte, il aura accumulé en un siècle une fortune colossale de plus de 136 milliards de dollars. Et à son tour, après avoir eu Graham pour mentor, il est devenu celui d'une foule d'investisseurs qui suivent toujours à la lettre ses enseignements et qui n'ont qu'une hâte, chaque année, lire sa fameuse lettre aux actionnaires.